Le film, c'est clair que le film, le 35 mm est à peu près le seul format qui garde une certaine popularité. Le 16, le Super 16 fait des petits soubresauts de temps en temps, et on y revient. C'est un petit peu comme le noir et blanc. Tu sais, c'est un peu trendy, c'est un peu... en passant, c'est d'excellente qualité. Mais le problème, c'est que si tu es pour payer les coûts que ça représente du 16 ou du Super 16, rendu là, le 35 est peut-être pas tellement plus cher en bout de ligne. Le problème avec le 35, c'est qu'il présuppose maintenant, avec la post-production qui, elle, est très numérique, en fait, a complètement abandonné le monde du film, de travailler avec du 35 mm, ce qu'on appelle des intermédiaires numériques, du DI, présuppose qu'on va faire de la numérisation à très haute résolution, et ça, c'est lourd, c'est coûteux, c'est long. Euh, et les budgets n'ont pas toujours la capacité de supporter ce genre de choses-là. Mais ça étant dit, il se tourne encore plein de longs métrages en 35. Et souvent, et surtout quand il n'y a pas d'effets spéciaux, je vous dirais que c'est la solution idéale. C'est la moins contraignante. En tout cas, en termes de, je dirais, en termes de rapport qualité-prix, c'est celle qui donne les résultats les plus convaincants. Mais en même temps, de plus en plus, on s'appuie sur des effets spéciaux. Et quand je parle d'effets spéciaux, je ne parle pas d'Avatar là, ou de choses de ce genre-là ou de Terminator. Je parle tout simplement de faire des choses, tu sais, ce qu'on faisait autrefois en optique, tu sais, flipper une image, recadrer ces choses-là. Faire ça en film, c'est beaucoup trop onéreux. Alors, c'est sûr que de tourner au départ en numérique, on a en plus le côté immédiat des choses. On a moins de contraintes de matières premières. Ça coûte du ruban, ça coûte moins cher que de la pellicule, ça se réutilise. Des cartes mémoire encore plus. Alors, c'est sûr que le médium numérique a des avantages absolument importants sur la pellicule. Mais ça étant dit, je pense qu'on a encore pour plusieurs années à tourner en pellicule. Le danger, c'est qu'on va perdre, parce qu'on n'aura plus la masse critique, le danger, c'est qu'on perde des ressources de post-production et de connaissance de la pellicule. Que ce soit la manipulation de la pellicule, son développement, sa conservation, bon, je l'ai déjà dit, la manipulation. Alors ça, il y a de moins en moins de boîtes ou de gens qui ont cette connaissance-là et cette formation-là, et il y a de moins en moins d'endroits pour apprendre. Et ce n'est pas nécessairement très attirant comme métier pour bien des gens. Tu me disais que tu as fait du montage négatif ou de l'inspection de négatif. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, ça te tente-tu d'être monteur négatif? Oh, tu sais, veux-tu faire un stage à l'abbaye d'Oka et être moine pendant quelque temps? Pas sûr. Mais c'est un peu là le danger. C'est pas que le... Bon, Kodak continue à faire de la pellicule. Bon, au lieu d'en faire à toutes les semaines, ils en font à tous les mois. Mais pour eux, ils ont fermé énormément d'infrastructures dans leurs usines un peu partout à travers le monde. Mais ils continuent à faire certaines pellicules qui vont encore continuer à être utilisées. Puis il ne faut pas oublier que dans les salles de cinéma, c'est encore beaucoup de la pellicule. Alors, de la pellicule de tirage, il s'en fait en quantité quand même industrielle et on en a pour encore plusieurs années. Alors, si on regarde l'avènement du numérique qui est arrivé, je dirais, au début des années 2000, je dirais que 99% des longs métrages qui sont tournés aujourd'hui en 35 mm ne sont pas finis de façon traditionnelle. Alors, on tombe, une fois qu'on a fait une captation 35 mm, après ça, ça veut dire qu'on va numériser notre contenu et on va faire une finition numérique du début jusqu'à la fin. Alors, captation 35 mm ou même Super 16, et après ça, on va faire un balayage électronique à très, très haute résolution, en 2K ou même en 4K, et on va finir tout notre produit en numérique. Si on a une distribution en 35 mm, le rapport du numérique au film est rendu maintenant une étape fort simple à gérer. Et alors, on prend notre produit final qui est en 2K ou en 4K et on va faire un transfert sur pellicule 35 mm pour répondre aux besoins des salles de cinéma à travers le monde. Et ça se fait partout à travers le monde de la même façon.
Alors, parce que c'est une norme mondiale. Le film, il déroule à 24 images secondes et ça ne change pas. Dans le contexte numérique d'aujourd'hui, la chose qui change, c'est que la captation présente des images se fait autant en film et on voit beaucoup ces derniers temps l'arrivée de la captation sur médium numérique. Alors, au départ, la captation numérique se faisait sur une caméra vidéo. On parle d'un signal vidéo, un signal intègre complet, un stream avec l'image, du son, du timecode qui est tout intégré. Mais maintenant, on voit une autre génération de numérique qui n'est plus de la vidéo. On voit des caméras qui, somme toute, ressemblent beaucoup, pour ne pas perdre d'ailleurs les opérateurs, les opérateurs de caméras. Des caméras qui ressemblent à des caméras fines, qui acceptent les mêmes objectifs que des caméras fines, qui ont un capteur qui est sensiblement de la même grosseur que du 35 mm, ce qui fait que les directeurs photo conservent leur repère en termes d'évaluation de lentilles, de cadre, de distance, de profondeur de champ, peuvent opérer avec ces caméras-là. Et ces caméras-là ont la même cadence que les caméras fines, c'est-à-dire qu'elles tirent 24 images secondes. Et ces caméras-là fonctionnent comme une caméra fine, c'est-à-dire qu'on enregistre les images séparées, non pas dans un stream vidéo, dans un paquet vidéo, mais plutôt de la même façon que du film, c'est-à-dire chaque image est un fichier séparé enregistré sur un médium numérique. Le médium numérique, maintenant, ressemblant beaucoup à un magasin film, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des mag flash, c'est-à-dire des magasins avec un assemblage de mémoire flash sur lequel on vient déposer de l'image et qui donne une autonomie, grosso modo, de 10 à 20 minutes. Ces magasins-là, ensuite, doivent être vidés, dépouillés. Alors, dans le mode numérique, on voit des captations hybrides, c'est-à-dire qu'on peut autant voir des films maintenant qui se tournent en film, qui se tournent en numérique de caméra numérique, et aussi en vidéo numérique, c'est-à-dire en HD. Alors, on voit ces médiums-là se mêler, s'entremêler. Des fois, c'est qu'un seul de ces médiums-là, mais des fois, on voit les trois y arriver. Alors, dans les trois cas, en général, là où on va avoir le processus numérique pour la post-production, le 35 mm, l'image étant analogique, on va procéder comme d'habitude, mais plutôt qu'en revenant à la fin, une fois le montage image terminé, plutôt que de couper le négatif plan à plan, on va couper le négatif sur un groupe de plans. Ce qu'on appelle en flash-to-flash, d'un départ de caméra à un arrêt de caméra, il n'y a plus de coupe précise qui se fait. Fait que c'est beaucoup moins d'attention, c'est moins difficile en fin de compte. Ce que c'est qui arrive aussi, c'est qu'on sélectionne toute la prise, mais il va y avoir une liste qui va être intégrée pour faire la numérisation qui va vraiment correspondre au plan, la longueur qu'ils ont besoin. La machine, avec la liste qu'elle va avoir, elle va éliminer les cadres qu'elle n'a pas besoin. Et ensuite, on va les numériser. On va faire l'acquisition de ces images-là sur un scanner, sur un numériseur, où on va amener ces images-là dans un médium numérique, c'est-à-dire qu'encore là, comme les caméras numériques, on va capter les images qui sont sur le film à résolution qui sera entendue avec la production, le cheminement sur lequel on sera entendu à 2K ou 4K de résolution. On va enregistrer chaque image et chaque image va être un fichier dans un dossier. Bien, ces images-là vont être numérisées principalement pour faire des transformations, que ce soit des transformations couleurs, donc des talonnages plus précis, plus fins, sur des machines comme le Baselight ou le Lustre ou toute autre machine similaire à ça. Ou aussi l'incorporation d'effets visuels 3D, du titrage sur image, que ce soit aussi de la restauration de vieux films qu'on va nettoyer, qu'on va enlever les poussières, les scratchs, les rayures, tout ça. Donc, ça a plusieurs applications, mais principalement, on s'en sert dans la chaîne de post-production d'un film tourné sur pellicule. Donc, une fois que le scanner a numérisé les images, ils vont être storés sur un système, sur un gros serveur comme le SAN.
Puis après ça, vont être accessibles pour les autres machines, pour la suite de la chaîne, pour toute autre transformation. Bien sûr, en gardant toujours les sources intactes sur lesquelles on peut revenir à tout moment. Évidemment, on scanne juste ce qui nous est nécessaire dans le montage final du film. Donc, pour déterminer ça, c'est les assistants monteurs, une fois que le montage offline est terminé, qui nous fournissent une liste qui inclut en timecode et en keycode, donc le code le long de la pellicule, qui nous indique les morceaux précis qu'on a besoin pour le film. Donc, ces images-là, offline, qui étaient numérisées en basse résolution, vont être recréées à partir des sources négatives, scannées en plus haute résolution pour le montage online. Pour aller ensuite faire l'assemblage, non pas comme on aurait fait en film, mais plutôt l'assemblage en mode numérique dans une station où là, le travail est fait, on assemble, on fait la correction couleur. The old-fashioned way, you used to just cut the negative back to back to back, and we used to have to cue the FCC, and we have to put it on a color master, and we have to go from shot to shot to shot to shot. But the old-fashioned way, it was just RGB and density. That was our only option. Whereas digitally, they scan the negative, and once you get into the digital suite, you could do whatever you want with it. There's film grading, video grading, curve grading. You can play with the midtones, the highlights, the shadows, the saturation, desaturation. Whereas the old-fashioned way was just RGB and density. C'est parce que le traditionnel, il ne peut pas isoler des sections. Il ne peut rien faire à part ajouter des filtres rouge, vert, bleu puis de la lumière. C'est tout ce qu'il peut faire. Ici, j'ai des éléments, j'ai des gadgets incroyables. Je peux isoler des sections. Advenant, il y a des personnages, bien, je peux garder mes personnages clairs, puis tout le background, le fond, les vitrines, je peux baisser ça, les monter. S'il y a trop de lumière à gauche, je peux isoler un petit coin à gauche, baisser. Je peux y aller par des keys, autrement dit, si on soit à travers une fenêtre, puis on veut voir, plus la fenêtre est brûlée, puis on veut voir le côté de la fenêtre, bien, je peux prendre juste le blanc de la fenêtre, le baisser, puis aller jouer avec ça sans toucher au personnage. Je peux remplacer mettons, du skin tone, mettre de la peau plus bronzée ou non. Puis si le personnage bouge, bien, je peux faire mes isolations, dépendant de la méthode, si je vais en mat ou en coloration, parce que j'ai différentes méthodes encore pour faire le même but. Alors, c'est à moi de sélectionner quelle méthode je veux utiliser. Puis, on peut mettre des points de tracking qu'on appelle si le caméraman panne, et puis moi j'ai une maison, puis la maison ça va dans l'autre sens que du panne, bien, j'ai des trackers qui suivent la maison, j'ai des trackers qui peuvent, des trackers, je cherche le terme français, des points de poursuite qui peuvent suivre le personnage. Fait que tout ça, j'ai tous des éléments électroniques pour pouvoir me sortir de toutes les situations. Alors, ce que je te disais tantôt, l'étalonnage traditionnel, c'est ce bouton-là ici pour moi. Là, ce que tu as vu en bas dans l'étalonnage traditionnel, c'est rouge, vert, bleu. Puis là, si je fais ça, puis je fais comme ça, je fais un point de rouge que je viens de rajouter, un point de rouge, 2 points de rouge, 3 points de rouge, et ainsi de suite. Je retourne à 0. Fait que ça, c'est ça qu'il y a en bas comme bouton. Et puis quand ils les mettent tous ensemble, bien, ça permet de monter la lumière comme ça, généralement. Mais ça, c'est un bouton comme ça. Mais vois-tu, au lieu d'y aller un filtre à la fois, moi, je peux jouer, c'est beaucoup plus rapide de jouer comme ça. Mais ça, c'est la lumière, c'est ce qu'on appelle l'exposure, c'est la lumière générale. Mais moi, je peux jouer avec les contrastes, je peux jouer avec la saturation, je peux jouer avec mes gris, mes noirs, mes blancs. Et puis ça, c'est juste un tableau que j'ai. Ensuite, je peux jouer... Là, en ce moment, je travaillais en mode film, mais ceux qui travaillent en vidéo, qui font plus de la série vidéo, tout le kit, ils ont un set pour travailler plus en vidéo. C'est les mêmes... quasiment les mêmes résultats, mais interprétés électroniquement différents. Fait que je peux jouer avec mes contrastes et puis tomber en vidéo puis jouer avec des gammas qui ne donnent pas le même effet que le contraste, mais sensiblement. Fait que des fois, je m'en sors en jouant avec ces boutons-là. Il y a tout un système de courbes. On peut aller isoler le rouge puis jouer avec juste les hautes lumières du rouge ou les basses lumières du rouge ou sélectionner le centre et puis travailler comme plus la peau. C'est les sensitométriques qu'on retrouve dans le département de sensitométrie. Ça représente assez bien cette idéologie-là de courbe sensitométrique. Évidemment, en sensitométrie, on parle plus en chimie. Ici, on parle en électronique. Mais le thinking est basé là-dessus à l'origine. Et puis, évidemment, j'ai toutes les couleurs secondaires qu'on retrouve sur la plupart des correcteurs de couleurs. J'ai d'autres manières de travailler avec des couleurs secondaires aussi.
J'ai des manières aussi pour isoler. Je peux aller chercher un point dans mon image, le sélectionner, et puis l'isoler, puis créer un trou, comme on disait tantôt. Fait qu'on crée un trou blanc, puis je le remplace par d'autres couleurs. Alors, j'ai ces boutons-là. Évidemment, on peut faire tout ce qui est traditionnel, point de vue courbe. J'ai éteint ça. Tout ce qui est traditionnel, point de vue courbe, carré, section. Alors, je peux faire des ronds, des carrés autour d'un visage, et puis le dégrader, le rapetisser, le faire bouger de petit à gros, de gros à petit, à gauche, à droite, en haut, en bas, avec mes points de tracker que je vous expliquais tantôt. Alors, c'est un autre des paramètres, et ainsi de suite. J'en ai comme ça pendant plusieurs tableaux. Alors, et puis c'est très graphique. Mon système est très graphique. Comment je pourrais expliquer? Toutes les images qu'il y a dans le film, ils se ramassent de manière graphique ici. Alors, pour moi, chaque scène, chaque plan est un élément séparé du plan d'après. Avant, en électronique, on faisait des mini-séries où il y avait des mix, tout était ensemble. Fait que je ne pouvais pas isoler une image avec l'autre image différemment. Fallait travailler, qu'on partait du point A, on allait au point B, puis la coloration variait là-dessus. Ici, c'est complètement une autre manière de penser. J'ai toute la scène, j'ai toutes les deux scènes au complet, et ensuite, je rajoute un mix. Alors, ça me permet d'étalonner une scène sans me soucier de l'autre scène, sans penser à mes boîtes qui vont disparaître, qui vont apparaître, tout ça. C'est vraiment une méthode plus intéressante, de travailler beaucoup plus facile pour un coloriste. Et ensuite, on revient sur film, c'est-à-dire tout ce travail-là qui a été fait en numérique. On amène des fichiers terminés du film terminé, c'est-à-dire une image, un fichier, et autant de fichiers qu'il y a d'images dans le film. On l'amène à un imageur, un imageur laser qui nous permet de prendre l'information numérique et de faire le report. On imprime image par image avec des lasers sur de la pellicule de type pellicule intermédiaire. Une fois que le montage est conforme sur le baselight, que l'étalonnage par le coloriste est appliqué, que tous les changements voulus sont là, nous, on va faire un rendu en haute résolution, en 2K ou en 4K, la même résolution que le scan a été fait. Et on va renvoyer ça sur la fin de la chaîne de l'intermédiaire numérique, qui est le Harry Laser, qui fait en fait l'inverse du scan. Donc, sur une pellicule vierge, une pellicule qui sert à l'intermédiaire numérique précisément, qui a été conçue pour ça, va passer dans l'Harry Laser. L'Harry Laser va réimprimer image par image à l'aide d'un laser, justement, et il va scanner la pellicule en résolution 2K ou 4K, ou parfois HD, mais c'est plus rare. Puis, ça va reconstituer l'image avec toutes les nouvelles informations, tous les nouveaux effets, toutes les modifications qu'on a appliquées là-dessus. Donc, pour une bobine de 20 minutes, par exemple, ça peut prendre entre 16 et 20 heures à réimprimer. Ça roule en continu toute la nuit. Puis, donc voilà, ça donne le résultat final. Ensuite, les copies vont être tirées à partir de ça au laboratoire pour faire les copies de projection. Ce qui fait qu'on a ensuite, tout d'une jetée, une image complète de chacune des bobines, prête à continuer la chaîne traditionnelle, c'est-à-dire qu'on retourne en film, on produit des copies films pour le monde film. Présentement, on voit arriver aussi l'avenue qui se développe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué notre film en numérique, dans la station de montage, on peut à ce moment-là produire un master numérique pour produire des copies. Et dans la norme qui a été établie il y a quelques années par des majors, la norme DCI, on produit un DCP, un Digital Cinema Package, qui, elle, va se promener dans les cinémas numériques. Alors, ce paquet-là, ce DCP-là, accompagné d'une clé numérique, est ingéré dans les cinémas par les serveurs qui sont couplés à un projecteur numérique pour qu'ils vont projeter sur grand écran l'image de façon numérique. Alors, on voit là les deux parallèles de la production tout traditionnelle, la production traditionnelle qui passe par le numérique pour la post-prod et qui sort en traditionnel, mais qui peut aussi sortir en numérique à la distribution, et la production tout numérique où le tournage, la post-production et ensuite la distribution se fait numérique. Alors,
Actuellement, on voit des combinaisons à peu près de tous ces médiums-là s'entrelacer et c'est notre dure réalité quotidienne.